Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Effectivement, je suis journaliste économique à France Télévisions, mais ça ne m'interdit pas de parler de sport. Mais c'est vrai qu'on aura un angle d'attaque un petit peu économique et technologique et environnemental, vous allez le voir, dans cette session. Je vous présente tout de suite nos deux invités. Redouane Belefki, qui est directeur général de Deloitte Conseil et membre du conseil exécutif de Deloitte France et Afrique francophone. Et puis Vincent Courboulet, qui est l'expert en numérique responsable, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis comme il est venu avec un ouvrage qu'il a commis, je vous le cite, c'est « Vers un numérique responsable, repensons notre dépendance aux technologies digitales ». Donc c'est un peu une partie du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Je commence avec vous, Redouane Belefki. Vous avez peut-être d'ailleurs un souvenir personnel pour commencer, parce que bon, Deloitte, le sport, c'est pas totalement immédiat comme rapprochement, mais en tout cas, pour vous, le sport, c'est incarné. Tout à fait, vous me prenez par les sentiments. 1983, premier championnat du monde d'athlétisme organisé à Helsinki. Moi, j'avais une dizaine d'années et j'ai découvert, j'ai eu un coup de foudre pour le demi-fond, et notamment le 1500 mètres. Et à l'époque, j'ai vu des grands coureurs qui étaient notamment Sébastien Coe, Steve Ovett, qui ont donné une génération de grands coureurs ensuite, Kram, Awita, Elgué Rouge et d'autres, que j'ai eu l'opportunité de croiser de manière directe ou indirecte. Et il y a quelques semaines, à la fin de nos congés au mois d'août, on a eu le privilège d'être retenu par World Athletics, donc l'organisation qui gère les championnats du monde à Budapest, pour les accompagner sur les 6 prochaines années sur des problématiques notamment de transformation digitale et de développement durable, d'inclusion, d'équité. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à être invité et de passer quelques jours au sein de Budapest et avec l'équipe qui organise et les équipes notamment techniques, et de recroiser un Sébastien Coe dans d'autres fonctions, ce qui m'a permis de voir à quel point, je dirais, l'ampleur du sport a pris une importance considérable, que ce soit sur les Jeux olympiques et paralympiques ou les championnats du monde. Ça nous a permis, avec certains, d'avoir quelques discussions un peu techniques. Et à la fois, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de voir aussi la transition, l'évolution que de grands sportifs peuvent avoir pour ensuite prendre des responsabilités plus larges dans d'autres domaines et dans le domaine du sport, et pour avoir un impact important à la fois autour de leur environnement et pour les générations et pour les populations. Et vous, à titre personnel, vous aimez le sport, vous avez besoin de faire du sport? Écoutez, j'ai démarré très jeune, à l'âge de 10 ans. J'habitais au Maroc et je vivais dans la région d'Ifrane. Donc c'est une région où il y a beaucoup de coureurs, de très bons. Moi, je n'étais pas aussi bon qu'eux. Et en fait, j'en ai fait une discipline de vie parce que je considère que dans nos vies très actives, notamment urbaines, il faut avoir un moyen de prendre un peu de recul et de respirer. Et le sport est une composante essentielle de ma vie. J'en fais 4 fois par semaine, tous les matins, avec un professionnel, parce que c'est comme ça que ça me permet de progresser, et c'est absolument vital dans mon quotidien. Alors, Deloitte, c'est plusieurs métiers. On disait autrefois cabinet de conseil et d'audit, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce que c'est Deloitte? Deloitte, c'est déjà le premier cabinet de conseil au monde dans les services professionnels. Nous avons en France une présence très importante. Nous sommes entre 8 à 8500 collaborateurs, avec une présence forte à Paris, dans nos régions, et au Maroc, une présence en Afrique francophone. 3 grands métiers: le métier de l'audit, qui est le métier historique, les métiers de l'advisory, et puis les métiers... Advisory, c'est le conseil. Donc c'est du consulting au sens large, transformation en organisation, transformation autour des risques, et puis du financial advisory. Et nous avons également une très belle activité sur le juridique et fiscal. Et dans le monde, donc ça c'est la vision France, dans le monde, nous sommes environ 430 000 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires qui fait à peu près 67-68 milliards de dollars. Les métiers d'advisory tournent autour d'une 50aine de milliards. Et sur cette 50aine de milliards, la dimension technologie est absolument importante. Oui, importante, elle représente... Plus de 40% des activités. Plus de 40%.
Deloitte est pas seulement sponsor, il est top sponsor, il est donc partenaire particulier, privilégié du comité international olympique depuis peu, mais depuis longtemps aussi en partenariat avec différentes activités des Jeux olympiques. Tout à fait. Pour nous, ce partenariat, il représente à la fois l'excellence sportive et l'excellence dans l'organisation. Et les présentations qu'on a vues ce matin montrent à quel point la dimension de l'organisation va être décisive dans le succès des Jeux. On a le privilège donc d'être partenaire du comité olympique et paralympique sur des thématiques qui sont absolument critiques au succès des Jeux. La stratégie et la transformation digitale sous différents axes. On peut y mettre de l'intelligence artificielle, de la data et autres composantes sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. La thématique critique du développement durable et de l'empreinte carbone qu'il peut y avoir derrière. Tout ce qui est inclusion, diversité, parité. L'assistance aussi aux sportifs dans l'évolution de leur carrière, après la carrière sportive, donc s'orienter vers d'autres dimensions professionnelles. Une composante qui nous semble tout aussi importante qui est autour, je dirais, de la gestion de la connaissance. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a énormément de connaissances qui est accumulée sur chacun des jeux. Et cette connaissance, il faut capitaliser, il faut la transmettre pour avoir de la synergie et pour, continuer à enrichir le capital intellectuel qui résulte de l'analyse des sports. Et puis nous aurons aussi l'opportunité à partir de 2026 d'intervenir sur les sujets de cybersécurité, qui sont des sujets critiques, tout autant que la data. C'est des métiers finalement très différents parce que c'est pas les mêmes compétences d'aider un champion à se reconvertir, à avoir une autre activité, la cybersécurité ou encore le développement durable. Ce sont des choses très hétéroclites. Alors, on peut le voir sous cet angle-là et on peut aussi dire qu'elles sont extrêmement complémentaires dans la chaîne de valeur. Dans une chaîne de valeur aujourd'hui, vous pouvez déployer ce que vous voulez en termes de plateformes data. Si ces plateformes data ne sont pas sécurisées, en fait, vous avez un risque énorme de réputation et d'image qui n'est pas contrôlé. Donc, parler de data sans parler de cyber n'a pas de sens. Mais à côté de ça, mécaniquement vient la thématique de la durabilité, de l'empreinte, je dirais, carbone, et comment sur la technologie, on fait en sorte, et mon camarade en parlera avec beaucoup plus de précision, comment est-ce qu'on fait en sorte de préserver, je dirais, la dimension développement durable dans l'utilisation des ressources de la technologie. Oui. Et en fait, nous, c'est un exercice sur lequel on intervient en réalité depuis plusieurs années au sein de la famille, je dirais, des Jeux Olympiques, puisqu'on intervient avec le CIO, on est intervenu avec les organisations nationales, on intervient aussi avec le comité d'organisation des JO, et donc on va être embarqué durant les 5 prochaines Olympiades, et c'est un partenariat qui est très opérationnel. Quand on parle de transformation digitale, par exemple, on n'est pas simplement dans une définition de stratégie, on va travailler sur des outils, par exemple, qui vont améliorer l'expérience des utilisateurs, l'expérience des fans, la manière dont les athlètes se préparent, la manière dont les athlètes analysent. Par exemple, concrètement, c'est par exemple faire de l'analyse de données via de l'intelligence artificielle pour aider les athlètes à améliorer l'analyse de leur performance et la préparation et leur propre préparation. Mais c'est également travailler sur la densification de la relation entre, je dirais, les fans et les sportifs, avec une multiplication d'accès autour des différents réseaux qu'on a dans les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est comment est-ce qu'on organise tout ça pour aussi parfois créer plus de valeur en termes de modèle économique. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est une dimension fondamentale pour les sportifs comme pour toutes les stars, j'allais dire. Et vous pouvez augmenter la valeur ajoutée que ça représente ? Alors, on peut le faire avec nos partenaires, parce qu'on travaille toujours ensemble. Ce n'est pas simplement Deloitte qui travaille dans son coin. Oui. Et l'idée, c'est de voir... Et par exemple, comment vous pouvez améliorer, avec vos partenaires, cette valeur ajoutée ? Le premier, si on parle d'expérience, je dirais, de fans ou d'utilisateurs, c'est définir, designer des applications qui permettent de vivre les jeux de manière la plus agile, ample et la plus riche possible,
sans couture, avoir accès à des données, avoir accès à des liens qui permettent d'aller voir autre chose, avoir accès à des analyses qui sont faites, à des commentaires, etc. Donc il y a un monde du possible qui est assez large et un potentiel qui est assez fort. Donc peut-être de nouvelles applications dédiées qui restent à découvrir. Mais sur cette dimension application, il y a deux sujets qui sont importants pour nous. C'est il faut derrière le développement d'applications ou le développement, je dirais, d'usage, veiller à une forme d'optimisation et de transférabilité vers d'autres jeux. Il faut que des outils qui vont être développés aujourd'hui, on doit pouvoir capitaliser dessus pour aussi les utiliser lors de prochains jeux, les enrichir si besoin, mais l'objectif n'est pas de créer des solutions qui vont servir pour un jeu en particulier et puis ensuite elles n'existent plus. Il y a cette dimension de transfert de connaissances et de durabilité pour aussi réduire l'empreinte écologique. Ce qui justifie le fait que votre partenariat soit au niveau du Comité international olympique, mais aussi, très concrètement, dans les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Totalement. Et par exemple, il y aura, dans l'organisation de ces Jeux, vous aurez une action particulière? Ou c'est trop tard maintenant? Non, on a un partenariat qui est défini. Donc on est ce qu'on appelle... on est sponsor conseil, enfin partenaire conseil, et donc le périmètre de notre intervention il est assez cadré et défini. Il est sur principalement des sujets de transformation digitale. C'est ça. Principalement autour de la durabilité, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des sujets de diversité, d'inclusion, de gestion de la connaissance. Et dans 2 ans, à Milan, nous serons en mesure d'intervenir sur des sujets autour de la cybersécurité, qui est un enjeu critique. D'accord. Un mot pour conclure avant de passer la parole à votre collègue, comme vous disiez. Vous avez du boulot et ça représente combien de personnes d'ailleurs dans le groupe qui travaillent pour les Jeux? Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe mondiale qui est mobilisée à temps plein sur les Jeux, donc en France et dans le monde, on a une équipe d'environ 300 personnes. Et on aura quelques centaines de volontaires européens qui vont aussi intervenir au moment où les Jeux vont démarrer. 300 personnes au moins, et donc qui sont dans tous les métiers que vous avez cités, notamment la technologie, le numérique. Le développement durable également. Et le développement durable. Voilà. Oui, c'est pas du greenwashing, là, ça sera du vrai développement durable? Ce sera du vrai développement durable. Oui. Mesurable, quantifiable et surtout pérenne. Bon. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à la deuxième partie de cette table ronde. Vincent Courboulet. Oui, c'est moi. C'est vous. Donc vous faites un constat, c'est que le numérique dont on vient de parler savamment, ça a des impacts. Et il ne faut pas les nier. Et vous êtes... prêt à nous dire tous les impacts que ça représente, et c'est pas rien. Alors si vous avez... C'est pas que des impacts positifs. Ouais, si vous avez 2 heures, je peux éventuellement essayer de vous les dire tous, mais vu qu'on a moins de temps, je vais essayer de les résumer. On a le droit de synthétiser, ouais. D'accord. Vous avez 15 minutes en vrai. Donc moi, c'est vrai que historiquement, je suis cette génération qui a utilisé, qui a vécu le numérique et son apparition. Et j'ai, comme beaucoup de personnes, cru que le numérique, c'était la solution quand il a vraiment commencé à se déployer dans les années 90. On nous a dit, vous avez un problème, vous inquiétez pas, on va déployer du numérique qui va vous apporter des solutions. Et donc, on a commencé une espèce de lune de miel avec le numérique. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à on a été quelques-uns à commencer à se réveiller avec un peu une gueule de bois, en se disant mais est-ce que la mariée est aussi belle que ce qu'on avait vendu? Et on s'est retrouvé à finalement creuser, à avoir une petite tâche issue d'un premier rapport. Et puis on a creusé, et aujourd'hui, 15 ans ou 20 ans plus tard, le sujet est aujourd'hui sur la table de beaucoup d'organisations, y compris celle des Jeux Olympiques ou du CIO, avec finalement un constat qui est beaucoup plus mitigé que ce qu'on aurait pu croire, avec un numérique qui est solution, mais un numérique qui est problème. Voilà. Alors les solutions, on les connaît, c'est quand même plus rapide, plus interactif, etc., plus fun.
Les conséquences négatives. Alors les conséquences négatives, elles sont de plein d'ordres. Si par exemple je commence par celle de l'environnement, qui est quelque chose d'assez partagé, puisqu'on parle beaucoup de développement durable, et le côté environnement est quelque chose d'important. Sur tout le cycle de vie, depuis le premier coup de pioche, enfin de coups de mégapelle pour extraire de l'or, du tantal, du cobalt, ces métaux rares qu'on extrait à l'autre bout du monde, en Australie, enfin absolument partout pour faire sur la des planète. puces et des... Exactement. En passant par la fabrication et les méga-usines de fabrication, en passant par les usages et les fameux data centers réseaux, en passant par les 1,4 million de kilomètres de fibre optique, les dizaines de milliers de satellites, les centaines de data centers, etc., 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 les 5 milliards d'utilisateurs, jusqu'à la gestion ou non-gestion des déchets. Ben finalement, le numérique, c'est un secteur qui est quand même très impactant, puisqu'on estime aujourd'hui, alors avec une fourchette d'erreur, mais 3,5-4% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même pas négligeable. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est finalement assez petit. Pour donner un élément de comparaison, l'aviation civile, on est aux alentours de 2,5-3%, donc le numérique est plus impactant que l'aviation civile. Mais attention, 5 milliards d'utilisateurs pour le numérique, quelques centaines de millions pour l'aviation civile. Donc le sujet est complexe, mais voilà, impact en consommation d'eau aussi, énormément de consommation d'eau pour fournir l'énergie, pour refroidir les data centers, pour fabriquer des équipements, des millions de litres d'eau qui sont consommés, extraction des ressources, émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment les différents critères et impacts du numérique au niveau environnemental sont aujourd'hui quantifiables et quantifiés, alors que ceux dont on nous dit oui mais ils évitent les déplacements, ils évitent. Oui, on a beaucoup de mal. Il y a des billets d'avion en moins. Voilà, on a quand même beaucoup de mal à quantifier ça. Personne ne le renie, hein, personne le nie, mais la quantification de ce que le numérique permet d'éviter est toujours une véritable problématique, parce que socialement parlant, il y a vraiment des problèmes. Les effets rebonds, c'est ce qu'on commençait à utiliser, ben en fait, leur usage se démultiplie. On postait une photo et puis après, c'est devenu beaucoup plus facile. On en poste des milliards. Donc ça, c'est l'effet rebond, en fait. Donc c'est une science qui est très complexe. Oui, vous voulez dire que ça occupe de l'espace sur le cloud, et ça, c'est aussi un impact environnemental important. Oui, territorial. Là, aujourd'hui, si vous allez du côté de l'Irlande, les consommations des data centers irlandais consomment autant d'énergie que le citoyen irlandais. Donc ça met des vraies tensions sur le réseau électrique, et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, l'impact sur l'environnement, c'est le plus évident à comprendre, mais vous dites qu'il n'y a pas seulement sur l'environnement que le numérique a un impact, y compris négatif, aussi dans la sphère sociale et sociétale. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le côté vie privée, réseau social, voire réseau asocial, mais je vais plutôt faire peut-être un focus là aussi sur tout le cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières dans des pays où les règles du travail sont peut-être pas légion, les méga-usines de 100 000 personnes où on est plus dans des conditions proches de l'esclavage que réellement d'un travail décent, en passant effectivement à l'autre bout du spectre par ces décharges publiques où des dizaines de milliers de personnes travaillent dans des conditions catastrophiques pour pour s'occuper de nos déchets. Donc on a véritablement des impacts sur toute la chaîne sociale. Ouais. Au niveau de la planète. C'est vrai que dans notre pays, ça ne se voit pas trop, non. Mais au bout du monde, oui. Oui, absolument. Et c'est pour ça aussi que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fait un axe très très fort du numérique responsable. C'est parce qu'en fait, comme beaucoup d'organisations, en fait, ils ont réalisé cet impact environnemental, ils ont réalisé cet impact social, et pour un événement universel comme le sont les Jeux Olympiques, et un événement qui ont vraiment essayé de réduire leur empreinte environnementale, ils ne pouvaient pas faire cette impasse-là non plus sur le côté numérique, quoi. Alors, on va venir aux solutions dans un instant, mais avant, je crois qu'il y a un étage supplémentaire dans les impacts, c'est la société elle-même. Ouais. Alors là, si on fait effectivement un petit focus
assez égocentré. C'est-à-dire, on regarde la société française, les impacts sociaux du numérique sont de 3 ordres différents. Alors, je vous ai dit, je ne parlerai pas de la vie privée, de l'utilisation des données, qui c'est quelque chose aujourd'hui quand même d'assez partagé, mais il y a 3 impacts qui sont quand même assez lourds. Il y a celui de l'accessibilité des services numériques. Une personne en situation de handicap, hein, pas simplement visuel, mais par exemple une personne simplement qui a de l'arthrose ou qui a du mal à cliquer, en soi c'est un handicap. Donc cette accessibilité des services numériques aujourd'hui, elle est questionnable et on doit la questionner. Donc ça c'est une espèce d'empêchement corporel, on va dire. Il y a une deuxième problématique qui est celle de l'électronisme, qui est un analphabétisme numérique. Et là, on touche à peu près 20% de la population. Donc on voit bien 20% de la population. C'est beaucoup. Française? Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et on a souvent l'habitude de dire, vous inquiétez pas, c'est les personnes âgées parce qu'elles ne comprennent pas. Pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond dans la société. C'est cette fois-ci un empêchement d'usage. On ne comprend pas ces usages. Le fait de scanner sa pièce d'identité en PDF et de la déposer, ça ne parle pas à plein de gens. C'est des capacités que tout le monde n'a pas. Moi, vous me mettez devant une machine à coudre, je ne sais pas l'utiliser. La machine à coudre. La machine à coudre. Oui, mais l'ordinateur, si. Oui, d'accord. Un petit peu. Et donc, vous dites cet électronisme, il ne concerne pas seulement les personnes âgées, c'est peut-être des personnes défavorisées socialement ou... Ouais, ou pas que, hein. C'est vraiment une question d'usage. C'est vraiment une question d'usage. Par contre, effectivement, quand vous évoquez la notion de personnes défavorisées, on rentre peut-être plus dans la 3e catégorie d'empêchement. Cette fois-ci, c'est un empêchement plus matériel ou de service. Et là, on est plutôt sur la fracture numérique. Est-ce que j'ai le bon réseau? Est-ce que j'ai le bon débit? Est-ce que j'ai le bon ordinateur? Est-ce que j'ai le bon smartphone pour pouvoir profiter des services dits innovants? Et là aussi, on est sur une 3e levier. Donc, on commence à peindre un personnage qui est le numérique, qui est vraiment ambivalent. Hein. Alors, comme vous n'avez pas vocation à nous déprimer totalement, que ce constat, c'est aussi pour éventuellement mesurer, mais aussi trouver des solutions, qu'est-ce que vous pouvez nous tracer comme perspective? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, il faut comprendre les problèmes pour pouvoir les aborder sereinement. Ensuite, il faut être capable de les mesurer pour ne pas perdre son temps sur des combats qui sont peut-être secondaires. Décider d'agir et agir. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et si j'ai cette possibilité de citer l'objet, l'outil Coach Climat Événement, en fait, avec cet outil Coach Climat Événement. Ouais, Coach Climat Événement, c'est un outil en fait qui a été développé dans le cadre de Paris 2024 et qui est déjà quasiment un héritage. C'est un outil numérique? C'est un outil numérique. Donc il a déjà lui-même un impact. Absolument. Okay. Mais on peut le trouver sur Internet, Coach Climat, vous tapez Coach Climat Événement, et c'est vraiment un outil qui est là pour essayer de montrer que le numérique est à la fois effectivement un problème, mais qui peut être aussi une solution. Et c'est un outil en fait de bilan carbone pour les organisateurs d'événements sportifs, pour essayer de savoir, d'avoir une idée de j'organise un événement, mais qu'est-ce qui va impacter? Comment est-ce qu'il impacte? Donc ça va permettre de comprendre les impacts et de pouvoir les mesurer. Puis, parce que la mesure, c'est pas tout, l'action, c'est quand même pas mal aussi. Une fois qu'on a fait ce bilan-là avec Coach Climat Événement, qui est un outil libre, gratuit, qui est vraiment spécifique pour les événements sportifs, donc on est sur de l'innovation, enfin du progrès numérique, derrière, après, il y a une série de propositions qui sont faites, très concrètes, et sur lesquelles les organisateurs d'événements peuvent s'engager. Et du coup, ils ont une idée de ce que ça permet d'éviter. Parce que, effectivement, éviter et réduire, c'est quand même les deux piliers des transitions qui s'annoncent. Et vous me disiez qu'on pouvait économiser jusqu'à 20% des émissions? Aujourd'hui, il y a à peu près 400 événements qui ont utilisé Coach Climat. C'est des événements sportifs donc, qui ne sont pas forcément olympiques, même pas du tout. Voilà, c'est quoi par exemple? C'est des tournois sportifs, des tournois de foot, des tournois de roller. Il y a 46 sports différents qui ont été... En région, au niveau national? En région, dans les dom-toms, etc. Donc tout ça, c'est vraiment partout. Donc 400 événements, 46 sports.
avec une moyenne de réduction, c'est-à-dire que les personnes qui disent, ben voilà, moi je fais mon bilan carbone et je m'engage à déployer telle et telle solution qu'on me propose, on est à peu près effectivement à une réduction de 20% de l'empreinte carbone, ce qui correspond quand même à 2000 tonnes de gaz à effet de serre évitées. Quelques exemples concrets de ce qui permet d'atteindre cette réduction de 20%. C'est quoi, par exemple? Mettre moins de télévision, diminuer le débit de transmission, faire moins de vidéos, travailler sur l'éco-conception de sites. Donc plutôt que... Alors je ne vais pas donner de nom, mais enfin, c'est pas Paris 2024. Mais il y a quand même des sites olympiques qui sont très impactants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils ont été pensés, en dépit du bon sens, ils ont été pensés dans un univers où, globalement, tout le monde a la 5G. Voilà. Pour un événement universel, c'est un petit peu gênant. Donc la notion d'éco-conception de site internet peut aussi effectivement rendre un événement plus accessible, mais aussi plus sobre en carbone, enfin GES. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a eu le temps d'entendre vos expériences et vos défis. On va entamer une partie plus interactive, sans utilisation du numérique, enfin en tout cas entre nous trois. Vous avez entendu tout à l'heure tous les projets de loi de conseil notamment et du cabinet au niveau mondial sur ces Jeux Olympiques, sur cette transformation numérique. Est-ce que ça vous inspire une réflexion? Est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser à Redouane Belfki ou c'est moi qui vais la lui poser? Alors, ça m'inspire que je suis ravi de voir enfin la problématique du numérique et de la transition aussi fortement corrélée. Ça me rassure, enfin, la possibilité d'avoir une approche systémique qui inclut aussi la cybersécurité me rassure. La question que j'ai envie de poser, par exemple, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi aux différents types d'indicateurs? Parce qu'en fait, finalement, on sait que le choix des indicateurs peut être source de greenwashing comme peut être source de vraies solutions. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est sur la table, les indicateurs? Alors, il y a des indicateurs sur lesquels on réfléchit beaucoup, qui sont des indicateurs déjà autour de la thématique de la cyber, qui sont absolument importants. Et on réfléchit à des indicateurs, mais surtout à des use cases, des cas précis d'utilisation sur ce qu'on peut faire de la donnée dans l'environnement du sport, à destination des sportifs, à destination des spectateurs et à destination aussi, je dirais, des fans. Je vous donne un exemple très concret par rapport à ce que vous évoquez tout à l'heure. On a développé là récemment avec un partenaire un outil de modélisation, donc le partenaire est OnePlan. C'est un outil de modélisation qui permet de faire de la modélisation sur les installations physiques, je dirais, des jeux, mais en anticipant. C'est-à-dire on a des visites virtuelles qui nous permettent de définir ce que va être un ensemble, je dirais, de bâtiments, d'installations sportives, de voir comment elles doivent être structurées, organisées, comment optimiser le pilotage et les coûts financiers, mais aussi comment réduire au maximum, je dirais, l'empreinte carbone et optimiser la manière dont on va gérer la durabilité et le transfert de ces installations pour d'autres jeux. Et ça, c'est extrêmement concret et pratique, et ça apporte beaucoup de valeur, je dirais, au jeu, et ça permet d'ouvrir le jeu sur quelque chose de plus large, qui est, finalement, moi, je suis convaincu que les entreprises et le monde du sport, en travaillant beaucoup plus ensemble, ils apportent beaucoup plus de valeur, pour des raisons assez simples, en fait. On peut parfois oublier que la filière sport, c'est 450 000 personnes. C'est une filière extrêmement dynamique. Vous avez des clubs, des fédérations, vous avez des fabricants. Enfin, c'est une sphère qui est extrêmement large. C'est plus de 2% des salariés en France. C'est 2,2% des salariés en France. C'est 16,5 millions de pratiquants. C'est 3 millions de bénévoles. Et donc, ça veut dire une énergie exceptionnelle, extraordinaire, si on la fédère, si on l'organise. Moi, je pense que le sport permet de créer un lien commun entre toutes les générations, entre toutes les origines. Ça permet de créer des moments d'exception. On regarde aussi les pays qui ont organisé des grandes compétitions. On voit qu'il y a un impact positif sur l'économie, mais il y a aussi un impact très positif sur le moral des gens.
Et je pense qu'on a besoin, on voit un petit peu l'actualité, on est passé par des phases complexes, de faire en sorte que les gens se retrouvent sur des valeurs communes. C'est un impact monstrueux sur la santé des personnes. En France, le coût de la non-activité physique coûte 9 milliards. 80 milliards dans le monde, 9 milliards. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi un enjeu de soft power. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça permet, je pense que le fait de travailler entre les entreprises et le monde du sport permet d'aller plus loin. Et ça permet aussi de porter des valeurs, pour moi, qui sont nobles, qui sont des valeurs de dépassement, de collectif et de projection. Donc, ce n'est pas simplement un sujet de KPI ou de réduction d'empreintes, c'est totalement ça. Mais c'est aussi un outil extraordinaire pour fédérer les gens, quel que soit leur âge, leur métier, etc., sur quelque chose de simple qui est le sport et la passion du sport. Et vous voulez dire que toutes les entreprises, la vôtre, mais aussi toutes celles qui sont des clients de Deloitte, ont besoin du sport pour donner un petit supplément d'âme et de sens à leurs activités qui sont assez prosaïques, hein, parce que le but de l'entreprise, c'est pas forcément de faire le bien dans son environnement direct. C'est de prospérer. Mais vous ne prospérez pas si vos équipes et vos collaborateurs et collaboratrices ne se sentent pas bien. Moi, je vous donne un exemple très concret. On a tous vécu le Covid de manière parfois un peu dure. Les consultants sont des populations nomades. Donc on est très souvent chez les clients, on est très souvent en déplacement. Moi, mes activités, j'avais 2500 personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvaient chez eux. C'est pas évident de se retrouver chez soi comme ça, sans repère, sachant que la moitié de nos collaborateurs ont moins de 26 ans. Moi, j'ai eu un réflexe qui était très simple, c'était une petite action. J'ai contacté quelques coachs sportifs que je connaissais et on a financé pendant un certain temps, je dirais, des sessions de coaching en live, en digital, à l'ensemble de nos équipes. Je peux vous dire que le taux de participation était extrêmement élevé. Et moi, ça m'a fait réfléchir quelque part, c'est quand on a la pression de choses sur lesquelles on n'a pas la main, le Covid, on n'avait pas la main, et ben le sport, ça donnait une fenêtre d'espoir et un moment agréable à nos équipes. Et je considère que c'est maintenant un élément absolument structurant dans le bien-être, je dirais, de nos collaborateurs. C'est juste normal. Oui. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que le temps qu'on passe à cliquer devant un écran, c'est du temps en moins pour le vrai sport, l'activité physique elle-même. Et notre temps, il est limité dans une journée, dans une année. Moi, je considère que si vous regardez, alors le chiffre n'est pas précis, mais il est vérifiable, au niveau de la population française, de mémoire, si je ne me trompe pas, le temps passé devant une télévision tous les jours est d'environ 3h30. Moi, je considère qu'on peut tous trouver 40 minutes pour essayer de faire du sport et s'évader. Oui. C'est aussi un sujet de dépassement personnel, de prise de conscience. Je ne vais pas le citer de la manière la plus parfaite, mais il y a une belle phrase d'Aimé Jacquet qui dit que le sport, c'est un dépassement de soi et c'est une leçon de vie. Donc ça commence par un exercice individuel. Et si l'écosystème permet de mettre en place des dispositifs qui encouragent la pratique du sport, c'est encore mieux. Alors, Vincent Courboulet vous a posé une question. En échange, est-ce que vous auriez une question à lui poser? Vous avez entendu à la fois ses constats sur l'impact du numérique, sur les actions qu'il propose. Est-ce que ça vous inspire une réflexion ou une demande de précision? Vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit il y a des gens qui écrivent 500 pages sur comment planter un arbre, et il y a des gens qui plantent des arbres. Moi, je serais ravi de l'inviter, venir dans nos équipes et travailler avec nous pour faire en sorte que ce qu'il fait puisse avoir beaucoup plus d'impact avec nous ou d'autres personnes, parce que c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Et je pense que la compétence et la connaissance qu'il a sur le Green IT et toute cette dimension-là, elle est encore assez méconnue et on ne pourra pas progresser vers des sujets de durabilité et de développement durable si cette colonne vertébrale n'est pas amplifiée. Le sujet est moins le KPI et plus la capacité à amplifier. C'est l'amplification qui permettra de réussir, avec les bons KPI bien évidemment, mais si vous avez des bons KPI et pas un effet d'amplification majeur, c'est compliqué d'aller vite.
Ah oui, donc si je vous comprends bien, vous dites il faut y aller plus fort, plus vite dans la numérisation pour en avoir des impacts positifs. Il faut y aller plus franchement. Ah oui. Prendre le temps de réfléchir, il faut y aller plus franchement, avec plus de dynamisme. Et il faut aussi avoir une forme de courage ou de lucidité qui consiste à se poser une question très simple. Avons-nous le bon quotient technologique dans nos organisations ? Sommes-nous prêts à gérer, je dirais, cet écart? Parce qu'en fait, il transforme nos sociétés de manière très importante. Les vagues, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ok, ça permet d'aller plus vite, ça permet de réduire les coûts, mais en réalité, ça pose des questions, je dirais, de modèles de société qui sont absolument critiques. Et en fait, la technologie aujourd'hui, elle touche notre vie du matin au soir. Et la vraie question, c'est de savoir si les dirigeants de nos grandes entreprises ont bien appréhendé cette thématique-là pour faire en sorte que le quotient technologique de leurs organisations puisse augmenter. Et donc ça veut dire une meilleure appropriation, une meilleure fédération, et in fine, ça permet de servir les objectifs vertueux que l'on se fixe via des KPI. Je comprends que effectivement vos clients, les grands patrons d'entreprises, vous les challengez, vous les titillez, pour utiliser une expression française, sur cette question du numérique. J'ai compris aussi que vous avez titillé votre interlocuteur en disant voilà, c'est bien de faire un livre sur comment planter un arbre, mais venez planter avec moi. Je lui ai proposé de travailler avec nous parce que je considère qu'on peut faire de belles choses ensemble. Il peut vous répondre. Est-ce qu'au-delà de la connaissance livresque, vous avez encore des efforts à faire sur la pratique? Alors je pense qu'on peut écrire un livre et participer. On est plusieurs à avoir rédigé une formation en ligne où aujourd'hui il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été formées. J'étais encore tout à l'heure chez un de vos concurrents pour justement sensibiliser le top management. Voilà, donc je pense que on peut faire les deux. Aujourd'hui, ce livre-là, il est sur une connaissance livresque où on est à plusieurs milliers de livres vendus, et donc ça veut dire autant de graines qu'on donne aux gens pour dire ce petit sac de graines maintenant peut-être que toi tu peux le planter. Donc effectivement l'écriture de livres est une facette et pas que de mon activité. Donc voilà. Par contre, effectivement, aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut accélérer la prise de conscience. La question qui est derrière, moi, je poserai pas la même. Je poserai surtout la question du pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Est-ce que accélérer? Est-ce que faire? Est-ce que déployer? Est-ce que mettre de l'IA aujourd'hui? Pourquoi on le fait? J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. J'ai dit la question, on doit être capable de se la poser sereinement, sans avoir de pression de type Shadok en disant il faut continuer à pomper parce que si on arrête de pomper, peut-être il va se passer quelque chose. Donc il faut aussi avoir cette lucidité-là, parce que de toute façon, et là aussi il faut en être parfaitement conscient, si on continue sur cette trajectoire-là d'utilisation, d'exploitation, de fabrication et de vente, l'industrie du numérique elle-même est menacée de survie. Donc voilà, j'entends vraiment ce que vous dites, mais pour moi la question aujourd'hui, elle est plutôt dans le pourquoi. Pourquoi voilà. Faire du sport, on sait pourquoi, effectivement, le social, la santé, etc. Il y a le numérique, on peut avoir des réponses très positives sur il faut le faire parce que ça permet à tout le monde de suivre les JO, ça permet de faire plein de choses, mais est-ce qu'on est obligé de tout faire? Voilà. C'est plus une question de maturité, de maturité sur le sujet, est-ce qu'à un moment donné, finalement, la meilleure réponse, ce sera pas de ne pas faire. C'est pour ça que c'est intéressant je pense, de mettre autour de la table des gens qui ont des expériences, des cultures et des sensibilités différentes. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus occulter une dimension culturelle que moi je peux observer en travaillant aussi dans d'autres pays. Je vous donne 2 exemples. On peut passer, et encore une fois, je suis aligné avec ce que vous dites, mais on peut aussi passer beaucoup de temps à se poser des questions qui sont très pertinentes, qui ont du sens, à partir du moment où on a conscience que le temps joue contre nous. À partir du moment où on a conscience que le temps joue contre nous. C'est-à-dire que les évolutions technologiques qu'on évoque aujourd'hui, les ChatGPT, etc., dans 2 ans, il y aura d'autres solutions, il y aura d'autres approches. On peut avoir, nous, parfois,
Après, ma position, on peut être d'accord ou pas, mais on passe parfois trop de temps à se poser la question si c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. Et moi, je peux l'observer de manière assez fréquente. Et donc, je suis aligné avec vous à partir du moment où on trouve le bon dosage. Il y a le temps du questionnement, et il y a le temps de l'action et du pilotage. Si on passe 80% de son temps à être dans le questionnement, je vous garantis que dans 5 ans, on dira la même chose. Si on est dans une dimension de questionnement sain, de pragmatisme, de test and learn, on essaye, et ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir tout juste à 100%. C'était ça mon propos tout à l'heure sur l'expérimentation, et quand on plante des arbres, ce n'était pas par rapport à votre livre, vous l'avez compris, mais si vous prenez des cultures anglo-saxonnes, par exemple, et ce n'est pas nécessairement le seul référentiel, ou des cultures asiatiques, ils ne sont pas nécessairement sur le même rythme que nous. Et pour moi, le temps joue contre nous si on passe trop de temps à discuter et pas assez de temps à se dire on discute et on met en œuvre et on adaptera en même temps. Sur certains sujets, nous on a des activités aussi en Afrique francophone. Moi je vois par exemple quelque chose de très simple, hein, la production d'ingénieurs de haut niveau. Quand vous mesurez combien on produit d'ingénieurs en France versus ce qu'on produit dans d'autres pays, on est dépassé, alors qu'on a un des enseignements qui est parmi les meilleurs au monde. Donc moi mon sujet, c'est plus de dire, si on met les gens autour de la table, on saura aborder et trouver le chemin critique pour y aller, mais il faut bien prendre conscience que le temps, il joue pas pour nous, et il joue contre nous. Donc il faut être peut-être un peu plus pragmatique, un peu moins dogmatique, et avancer. Très bien. C'est presque une conclusion, mais il nous reste encore 1 minute pour conclure, pour chacun. Et donc, je vais vous laisser la liberté de conclure comme vous le souhaitez. Moi, j'ai une dernière question en guise de conclusion. C'est, pour être pragmatique, qu'est-ce qui, dans les prochains Jeux Olympiques, nous allons avoir la chance de vivre sur notre territoire, à Paris, en France, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur le plan notamment du numérique, mais peut-être sur un autre plan social, sociétal, qui vous tient à cœur et que vous voulez partager avec nous en disant, voilà, faites attention, là vous verrez quelque chose de nouveau l'année prochaine et ça vaudra le coup. Soit dans les usages, soit dans une avancée technologique. Un mot. Alors, voilà. un mot, 1 minute pour conclure. 1 minute. J'ai pas le droit de le dire, mais voilà. On le répétera pas. C'est pas encore. Ça reste entre nous. Ça n'a pas encore été voté, validé. Mais globalement, c'est la première fois que les impacts environnementaux et sociaux du numérique sont pris en compte par une institution comme Paris 2024, qui a réussi à remonter un certain nombre d'éléments au CIO. Donc, c'est la première fois dans l'histoire des JO que les impacts du numérique sont pris en compte, et maintenant on sait qu'ils vont l'être dans tous les autres JO, ce qui était déjà en soi une vraie réussite. Merci pour cette conclusion. Redouane. Je partage totalement. Je rajouterai un seul exemple, c'est l'usage de la data. Je pense qu'on rentre dans une sphère et un monde assez nouveau parce que les outils nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et la dimension data et intelligence artificielle va être fondamentale. Et derrière, vous allez avoir un soubassement qui est la manière dont on gère les risques cyber qui vont être absolument structurants. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange.